Y aura-t-il vraiment signature entre Félix et Kagame au courant de ce mois de novembre, comme il est dit, ou pas? Que pensez-vous? Est-ce que l'AFC va signer ses feuilles de route ou bien son accord avec le gouvernement cette semaine ou pas? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous pour analyser ensemble et parler de la situation tout autour de notre pays. Nous allons essayer d'être un peu explicite pour permettre à ce que les gens comprennent. Nous analysons les situations et on essaie de comprendre en profondeur. Nous sommes aujourd'hui le 28. Nous vous demandons de liker, de partager, de vous abonner. Suivez-nous sur nos chaînes, sur notre plateforme et un peu partout, sur YouTube, sur AK News, TikTok et Facebook. S'il vous plaît, allez massivement sur Facebook pour le booster et aidez-nous à atteindre les objectifs car ça bloque quelque part. C'est toi qui manque et fais abonner une autre personne. Nous vous avons annoncé que plusieurs sources diplomatiques disaient que au courant du mois prochain, vers le 13 novembre, le président Félix va se rencontrer. Ils sont invités à Washington avec son homologue rwandais Paul Kagame pour signer l'accord de paix, disons, et aussi l'accord économique. Tabler sur cette question, la dernière signature qui reste, c'est celui des chefs d'État à la Maison-Blanche. La volonté, elle est partagée entre ceux qui veulent y être et ceux qui ne veulent pas y être. Félix veut à tout prix se retrouver à la Maison-Blanche pour qu'il entre dans son carnet d'adresses des endroits où il a visité, puisque il a visité les États-Unis mais n'a jamais été reçu officiellement. Et pour ça, il a besoin d'être reçu officiellement et surtout se retrouver sur le bureau ovale. Par contre, il ne veut pas ouvrir la porte lui-même, c'est-à-dire les choses qui vont faire qu'ils se rencontrent là-bas, il ne le veut pas. Puisque la signature qu'ils vont avoir le 13 dépend de l'évolution de Doha. Si Doha accorde cette signature avant, ils vont se retrouver. Et si Doha ne l'accorde pas, ils ne vont pas se retrouver. C'est pourquoi je suis en train de me poser la question, y aura-t-il vraiment signature? Je commence à croire et je commence à penser qu'il n'y aura pas cette signature, il n'y aura pas. Je ne confirme rien, mais j'ai fait mon assessment. Et quand je regarde, je dis, il y a un souci ici. Je vous le fais comprendre. Déjà, le président Félix va se retrouver à Paris, dans le 40. Il dit, bon, probablement, je vous avais dit depuis hier, le 27, aujourd'hui nous sommes le 26, probablement il devait déjà y être hier, et sauf changement, peut-être il est arrivé aujourd'hui, mais on vous avait dit ça. Alors déjà qu'ils vont se retrouver avec Kagame à Paris, ils vont discuter, certes ça va être une autre conférence, mais est-ce qu'ils vont avoir un tête-à-tête? S'ils arrivent à avoir un tête-à-tête, c'est-à-dire ils vont décrocher. Mais si à Paris ils ne s'attendent pas, je ne vois pas comment ils vont se retrouver aux USA, puisque les mêmes choses qu'ils vont dire aux USA, ou bien les mêmes choses, ce qu'ils vont aller faire aux USA, c'est ce qu'ils doivent préalablement démontrer à Paris. Alors déjà, ce qui va se passer à Paris peut nous pousser à dire qu'il ne va pas y avoir une signature. Puisque Paris, il y a déjà Kagame qui n'est plus d'accord à rencontrer Félix. Félix qui veut à tout prix rencontrer Kagame. Mais pour se rencontrer, ils n'ont pas autre chose à se dire à part les choses qui se disent déjà à Washington. Donc, si nous comprenons la logique de Kagame, on va seulement à Washington. Mais pour aller à Washington, il faut passer par Doha. Mais Félix veut d'abord avoir Kagame avant de se retrouver à répondre à la question de Doha. C'est-à-dire pour Félix, il faudrait que Kagame accepte de retirer ses troupes et automatiquement pour Félix, l'AFC M23 va être dissoute et n'existe pas. Cependant, Kagame veut la signature de l'AFC M23 pour éviter qu'on revienne sur ce qu'il est en train de dire. Et il y a aussi une autre pierre d'achoppement, ce que Kagame avait
c'est la chose qui avait poussé Kagame à se retrouver en Angola, et Angola qui a créé Washington, dans les discussions, la fameuse question des FDLR qui ne se résout pas sous toutes ses formes. Des sources sûres, le jour où on a dit qu'on a déployé un officier en remplacement à Gassita à Ouvira, j'avais des informations que Félix a nommé un FDLR à Ouvira. Et peut-être les gens ne savent pas. Je ne vais pas citer je ne vais pas vous dire de qui il est question, mais parmi les chaînes de commandement d'Ouvira, de la FRDC, il y a un colonel qui est réputé, et c'est un Hutu, FDLR, c'est connu. Avec tout ça, est-ce qu'on est en train d'aller vers une réponse? Bon, on va à Doha. À Doha, apparemment, ils peuvent être en train d'avancer, mais il y a des points de discorde que moi, je trouve que jusque-là, ils ne sont pas encore répondus. L'AFC avait demandé qu'on lui donne les 700 prisonniers. Est-ce que le gouvernement congolais a déjà donné les 700 prisonniers? J'apprends que le gouvernement congolais dit à l'AFC, nous allons vous donner les 700 prisonniers si vous aussi vous nous donnez nos policiers et nos militaires que vous avez capturés à Goma et à Bukavu. Est-ce possible? C'est-à-dire, ça bloque ici. Puisque les policiers et les militaires, ce sont des Congolais, les M23, ce sont des Congolais, et les Congolais ont rejoint leur camp congolais. Mais le gouvernement de Kinshasa vous dira aussi, les prisonniers sont des Congolais. Et eux aussi, ils ont rejoint, ils sont chez eux au Congo. Mais l'AFC vous dira, si ce sont des Congolais, mais ce sont des prisonniers. Les policiers et les FARDC ici ne sont pas des prisonniers, ils sont en train de travailler. Et il y a une clause qui, maintenant, écrase la République démocratique du Congo, où ils avaient signé et ils ont dit que l'on ne pourra jamais arrêter quelqu'un pour son obédience, pour l'appartenance ou l'accuser d'être quelqu'un de l'AFC. Mais cela est déjà sauté puisque le gouvernement de Kinshasa, vous avez vu, il a fait un procès à Joseph Kabila, l'accusant d'être de l'AFC. Ainsi donc, si le gouvernement congolais n'est pas en mesure de pouvoir donner les 700 prisonniers, et que le M23 n'est pas en mesure de leur fournir les policiers et les militaires, la discussion bloque. Deuxième point. Jusque-là, le gouvernement de Kinshasa veut qu'on lui laisse l'administration de Goma et Bukavu. Chose impossible que l'AFC ne peut pas se retirer, ne peut pas bouger de Goma et de Bukavu pour laisser l'administration au gouvernement de Kinshasa. Et l'AFC n'est pas d'accord pour une cogestion avec le gouvernement de Kinshasa. C'est-à-dire qu'ils essayent de mélanger Goma, Bukavu, une délégation venant de Kinshasa, une partie de Kinshasa, ils vont travailler. Cette cogestion-là, l'AFC ne la veut pas pour la simple raison qu'ils évitent de se retrouver dans le même problème où il y a les Wazalendo, il y a les FDLR, il y a ceci, il y a plein de trucs que l'AFC n'est pas d'accord avec. Vous comprenez que ces deux points de divergence sont de deux points importants. Puisque là, on parle de l'autorité de l'État, et ici, on parle de la question sécuritaire. Et sur terrain, ça s'observe que chacun se ravitaille, chacun repositionne ses militaires, chacun fait ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'avec ce que je viens de vous tracer là, pensez-vous exactement que nous allons nous retrouver les 13? Je commence à me poser des questions. Puisque pour arriver les 13, il faudrait que Doha donne une réponse. Mais Doha, déjà, il est un couteau tiré. Bon, espérons qu'ils vont quand même arriver à certains points où ils vont s'attendre. Ils vont dire, bon, nous libérons. Mais nous connaissons tous pourquoi Kinshasa ne veut pas libérer des prisonniers. Puisque la majorité des prisonniers, il ne les a pas. Il les a pas, ils les ont déjà tous tués, ils sont dans les... Et ils craignent que ces prisonniers viennent dire comment ils étaient détenus, dans quelles conditions et tout ça, tout ça. Vous ne comprenez pas que l'histoire d'Honorine, elle n'est pas seulement une histoire de braquage, comme on peut la sous-estimer, mais c'est une histoire où les gens qui ont voulu peut-être faire effacer les traces du lancement de Sauvons la RDC, en mettant en place leur mécanisme de faux braquage, ils se retrouvent aujourd'hui noyés eux-mêmes. Comment? L'histoire démontre que la FARDC et la police ne sont pas professionnels. Alors qu'on demande à l'AFC d'intégrer la FARDC.
Et l'AFC vous dira, nous ne pouvons pas intégrer cette armée qui n'est pas professionnelle, c'est eux qui doivent nous intégrer. Et regardez leur comportement. Ils mettent les femmes à nu, ils les déshonorent et tout ça. Deuxièmement, le gouvernement congolais aujourd'hui est en face d'un problème sérieux. Puisque c'est un sujet allemand et Honorine va probablement purger sa peine, si cela est possible, en Allemagne. Mais que ça va être comme vous avez vu le cas de tout le monde, des enfants de Malanga et consorts. En y arrivant en Allemagne, c'est tous les journaux allemands qui vont crier. Et tous les journaux allemands qui vont crier au viol. Ça nous ramène encore à des problèmes. Ils vont crier à la prise de force. Et ça nous ramène encore au problème de soi-disant, excusez que je dise soi-disant, puisque ce n'est pas encore très bien éclairé, les génocides, où on parle essentiellement de prise de femmes par force et de violenter certaines personnes. Mais là, on va dire, ce sont les FARDC qui les font. C'est une femme. C'est votre propre armée, c'est vous-même qui les faites. Et il y a des preuves. Comment vous voulez accuser les autres d'être à l'origine des choses que vous faites vous-même? Cette histoire prend une autre ampleur. Et cette ampleur, elle s'interconnecte même avec des éléments de négociation sur la diplomatie congolaise. Je vous démontre noir sur blanc que l'AFC vous dira, cette armée, elle est indisciplinée, elle n'est pas structurée, elle n'est pas une armée professionnelle. On ne peut pas. C'est eux qui doivent s'intégrer à nous. Et le gouvernement dira, non, nous ne pouvons pas. Notre armée ne peut pas intégrer, c'est vous. Nous sommes un gouvernement national. Ils vont dire, ok, si vous êtes un gouvernement national, alors nous prenons la chaîne des commandements pour que nous puissions les structurer, faire ceci. Là, ils disent encore, niet, vous ne pouvez pas. Alors comprenez que je commence à avoir des doutes sur les 13. Moi, je commence à avoir des doutes. Soit ça va encore être repoussé, soit... Mais il est aussi possible. Puisque, sur la feuille des routes, ils vont juste dire des choses sur lesquelles ils vont discuter. Pia, nous ceci. Et si le gouvernement dit, ok, prenons d'abord ceci, signons, et après on pourra encore en débattre après. Mais là, le problème qu'on laisse sous suspens vont toujours être des questions. Pourquoi Kagame veut la signature de Doha? Ce n'est pas puisqu'il est le patron de l'AFC, non. C'est puisque le problème que l'AFC est en train de revendiquer, ce sont des problèmes que lui aussi est en train de dire qu'il faut trouver solution pour qu'il ne puisse plus les porter sur ses épaules. Par exemple, il vous dit qu'il porte les problèmes, il a plus de 500 000 déplacés chez lui, qui sont des déplacés Tutsis que vous avez fait fouiller chez vous. Alors, il faut discuter de ça, comme ça vous prenez vos Tutsis qui sont chez vous, vous les retournez chez vous. Ça, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles. Alors, la porte de Doha, si elle s'ouvre, la porte de Washington s'ouvre. Maintenant, le choix et la responsabilité, c'est à Félix. Tu veux, Washington ouvre la porte de Doha. Finis Doha et puis tu vas à Washington. Mais si tu veux Washington sans ouvrir la porte de Doha, alors tu ne veux pas de Washington. Or, Félix veut à tout prix Washington. Que va-t-il faire? Il est entre satisfaire son ego et répondre aux besoins de la nation. Et une troisième voie, qu'est-ce qu'il va donner à ses partisans? Il réfléchit en termes de deux choses. En termes de lui-même et en termes de ses partisans, pas en termes de la République. Hier, on a dit que là, il y a une note circulaire qui disait qu'on a suspendu le PPRD. Mais officiellement, le PPRD a fait sa sortie au travers le président du PPRD, le secrétaire, disons, c'est le vice-président Robert Minanko, et c'est lui qui a défendu, qui a déclaré, qui a lu pour le communiqué, c'était le secrétaire Emmanuel Ramazani Shadari. Le PPRD ne reconnaît pas avoir reçu une quelconque notification. Or, la loi congolaise en la matière dit que, d'abord, pour qu'elle soit suspendue, elle doit être une organisation, c'est-à-dire le parti politique, doit être accusé de faire des choses contraires à ce qu'il doit faire. Deux, elle doit être, si elle devient, par exemple,
un groupe autre que ce qui lui est dit. Mais pour ce faire, il faut le notifier avec, par le ministère de l'Intérieur. Ils doivent être notifiés et lui dire clairement ce qu'il a fait. Mais ici, on n'a pas dit ce qu'ils ont fait. Mais automatiquement, la suspension, elle devient comme une lettre morte, puisque ça ne les engage pas, comme l'a dit le secrétaire. Mais pourquoi donc on vient amener cette histoire du PPRD ici? La semaine passée, au Beminako, lorsqu'on a fait la restitution par cette Kikuni de tout ce qui s'est passé à Nairobi, sauvant la RDC, et le PPRD était présent. Et je suis sûr que l'on cherchait comment retirer l'agrément, si je peux dire, l'autorisation totale de PPRD, et là c'est une opportunité. Mais là où ils n'ont pas là où ça marche très mal, c'est puisque retirer cela revient automatiquement encore à démontrer que même la liberté d'exercer des partis politiques en RDC, elle est restreinte. Automatiquement, la cause pour laquelle sauvons la RDC se bat devient légale et légitime. La cause pour laquelle certaines personnes ont pris des armes, elle devient légale et légitime. Par contre, ce que le gouvernement ne comprend pas le gouvernement, c'est que le tenancier du pouvoir actuel ne comprend pas, qu'ils mettent en danger tous leurs partis politiques, qu'ils restent au pouvoir même 20 ans ou 30 ans. Un autre, quand il viendra au pouvoir, il leur fera la même chose. Et d'ailleurs, tout le monde en RDC n'aimerait plus voir l'existence de l'IDPS. Car c'est l'une des machines, l'une des sectes de la RDC qui détruit la racine congolaise, avec la haine, le tribalisme, les insultes, attribuer des gens de ne pas être congolais, que ce sont eux seuls qui sont congolais. Donc, l'IDPS ne fait que préparer sa propre messe de requiem un jour. Que pensez-vous? Analysons Congo, nous continuons. Nous disons nos condoléances à ceux qui ont perdu la vie à Bukavu. Suite à l'incendie, il y a eu 14 morts. L'incendie qui s'est produit le dimanche, il y a eu 14 morts et des maisons brûlées. On parle de plus de 400 personnes qui seraient sans abri à ce moment. Nous présentons vraiment nos condoléances et nous sommes de cœur avec vous. Analysons Congo, nous analysons continuellement et nous réfléchissons avec vous. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.